Bienvenue à cette présentation. On va parler d'un sujet beaucoup moins technique. Il va y avoir très peu de code, il va y avoir pas de maths, il va pas y avoir de la tech, il va pas y avoir de HTML. Donc voilà. On va parler de génération procédurale et plus précisément de génération procédurale appliquée à la génération d'assets en 3D, donc des modèles 3D et des textures. Mais on va parler de la génération procédurale plus généralement en début de présentation. Déjà, c'est quoi la génération procédurale? La génération procédurale, en fait, ça va être tout ce qui est génération de contenu euh, algorithmiquement et de manière automatique. On va avoir en fait un générateur, ça va être un petit programme. On va lui donner des paramètres, enfin si on veut, et il va nous sortir du contenu. Jusque là, ça va? Je vais être pas perdu? Ok, j'en ai déjà perdu, merde. Euh, Notre contenu, je suis resté vraiment vague parce que ça peut être vraiment n'importe quoi. Ici, j'ai des mauvaises herbes. Ça, c'est toujours pratique à générer. Mais ça peut être des modèles 3D, des textures, ça peut être du texte, ça peut être des scénarios, ça peut être des lignes de dialogue, ça peut être des cartes d'un monde, d'un jeu vidéo, ça peut être des donjons, ça peut être ce qu'on veut. Vraiment, ça peut être ce qu'on veut. Il y a déjà une question de Kader, ouais. Alors la question de Kader, c'est est-ce que ça peut être un stage de fin d'études? Non, parce que ça peut pas générer des choses qu'on ne peut pas représenter dans le monde, en fait. Désolé. Enfin, spécifiquement pour ton cas, je suis désolé. Euh, du coup, faut bien s'imaginer que la génération procédurale, c'est très vague, c'est très vaste. Il y a plein de techniques. Alors, je vais vous présenter quelques techniques utilisées dans la génération procédurale, mais vraiment, faut se rendre compte que c'est très large et qu'on va pas pouvoir faire autre chose qu'effleurer la surface ici. Donc, voici quelques techniques qu'on peut utiliser. Il y en a d'autres, évidemment. En 3D, ce qui va être assez pratique, ça va être la distribution déjà. Donc la distribution, c'est quoi? C'est j'ai un espace sur plusieurs dimensions et j'ai envie de prendre des points sur cet espace-là pour mettre des choses à ces endroits-là. Par exemple, là j'ai un sol et j'ai envie de placer des rochers dessus. Super, je vais prendre des points et je vais distribuer des rochers dessus. On pourrait dire, je vais faire ça de manière aléatoire. Sauf qu'en fait, on se rend bien compte que quand on fait des trucs de manière aléatoire, purement aléatoire, on va avoir une génération qui est plus ou moins uniforme, avec quelques trous à quelques endroits. C'est quelque chose qui est globalement moche. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des trucs qui sont pas totalement moches. Généralement. Enfin, ça me paraît logique. À moins que vous essayiez de faire un générateur procédural de trucs moches. Dans ce cas-là, bravo. Vous avez réussi. Donc, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est générer des clusters et faire en sorte que nos points ne soient pas complètement aléatoires. On a des endroits où il y a plus de points et des endroits où il y en a moins. Et généralement, on a aussi envie, par exemple, d'associer des propriétés par rapport à nos points. Par exemple, plus notre point est dans un cluster, plus notre rocher va être gros. Plus il va être loin, plus il va être petit. Et comme ça, on va pouvoir avoir une hiérarchie dans ce qu'on va générer qui va être plus agréable à voir, plus naturelle. Là j'ai des exemples de rochers sur du sol, mais ça peut être vraiment n'importe quoi, hein. On peut imaginer, je suis en train de générer une texture de peau, j'ai distribué des grains de beauté dessus, par exemple. Ou je suis en train de générer une carte, j'ai placé des arbres dessus. Donc tout ça, c'est de la distribution. Autre technique qui est vraiment très utilisée, c'est tout ce qui est bruit. Les bruits, ça n'existe pas qu'en deux dimensions, ça peut exister dans toutes les dimensions. Et en fait, généralement, on va partir d'un bruit assez simple. Donc les bruits de Perlin et les bruits de Voronoi, par exemple, c'est des bruits très simples qu'on recroise tout le temps. Et on va combiner des bruits avec différentes tailles, avec différentes intensités, avec différents modes. Par exemple, un bruit de Perlin, si je prends plusieurs bruits de Perlin de plus en plus petits et que je les additionne, je vais obtenir ce qu'on appelle un bruit fractal, qui va être un bruit beaucoup plus intéressant en termes de détails. Pourquoi on va utiliser des bruits? En fait, les bruits, ça va souvent être une base sur laquelle on va se baser justement pour créer des trucs un peu plus compliqués. Ici, j'ai un exemple de monde qui a été créé à partir d'un bruit. La personne qui a fait ça a juste pris plein de bruits, elle les a combinés dans tous les sens, ça a donné un truc, une height map. Et plus on est haut, plus ça va être, on va être vers la pointe d'une montagne, et plus on est bas, plus on va être au fond de l'eau. Et à partir de ces informations-là,
il a pu créer une mer, puis il a utilisé d'autres bruits pour faire un petit peu de variation en termes de couleurs sur les rochers, et puis il a pu créer au fur et à mesure ce joli matériau de planète. Donc les bruits c'est vraiment très pratique, surtout quand on travaille sur des textures, mais par exemple on a vu la distribution juste avant, les bruits peuvent être utilisés pour générer ces clusters de manière assez simple. Donc c'est très pratique. Autre technique utilisée, c'est un peu plus compliqué à comprendre et c'est un petit peu moins utilisé, mais c'est très utilisé pour tout ce qui est génération d'arbres et ce genre de choses, c'est les grammaires. Donc globalement c'est généralement utilisé quand on veut générer des choses récursivement. On a différentes méthodes, on a les LSystem qui sont généralement utilisés pour générer des arbres, on a les Edge Replacement Grammars qui est en fait une technique pour utiliser une grammaire pour remplacer progressivement les arêtes d'un graphe en des choses un peu plus compliquées. Et ici j'ai un exemple que j'aime bien, c'est j'ai envie de générer un donjon. Alors je vais créer un donjon qui est pour le moment assez simple, je rentre dans le donjon, j'ai gagné. C'est un donjon valide. Super. Bon, c'est pas particulièrement passionnant, du coup je vais prendre l'unique arête que j'ai dans ce donjon, qui est représentée sous forme d'un graphe, et je vais remplacer cette arête-là par, je rentre, j'ai un boss, je récupère une clé, j'ouvre une porte, j'ai gagné. Super. Et là je peux continuer d'itération en itération pour prendre des arêtes, les remplacer à l'aide d'une grammaire qui va me dire ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire, pour obtenir quelque chose de plus en plus complexe, mais qui va toujours être cohérent. Donc c'est une technique de génération procédurale. Là vous pouvez me dire, c'est super, tu m'as généré un graphe, tu m'as pas généré un donjon. Super, moi j'ai envie de jouer à un jeu vidéo, tu me donnes un graphe, je vais faire la gueule. Effectivement, parce que on va avoir généralement besoin de travailler sur des données abstraites et les convertir en quelque chose d'un peu plus concret. Cette phase, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. Donc l'interprétation, c'est ce qui va me permettre de passer de cette représentation abstraite à quelque chose de plus complexe, de moins facile à manipuler, mais de plus proche de notre résultat final. Donc c'était typiquement notre graphe vers nos modèles 3D, notre map de donjon. Ça peut être des points qui représentent les différents embranchements d'un arbre vers un modèle 3D d'un arbre. Un exemple que j'aime bien, c'est... qui se souvient du jeu sport? Oh, il y a plein de monde. Cool. En fait, le jeu sport, c'est un bijou de génération procédurale. Quasi tout dans ce jeu est généré procéduralement. C'est vraiment incroyable. Et l'une des choses les plus impressionnantes, c'est la génération des créatures. C'est-à-dire qu'on part d'une colonne vertébrale qui sont juste en fait une courbe dans l'espace et quelques points pour les bras, les jambes, la bouche, les yeux, les ailes et quoi que ce soit. Et on va convertir toutes ces informations-là en un modèle 3D qu'on va pouvoir texturer, qu'on va pouvoir animer. On va pouvoir faire plein de choses avec ce modèle-là. Et tout ça, c'est la phase d'interprétation. Et c'est quelque chose de très important. Autre chose extrêmement importante, peut-être la plus importante, c'est ce qui est paramétrisation. On a vu notre générateur, il va pouvoir prendre des paramètres en entrée qui vont pouvoir nous faire varier notre sortie. Parce qu'un générateur sans paramètres, c'est un générateur qui va toujours nous renvoyer le même résultat. Généralement, quand vous implémentez la première fois une fractale, votre programme va toujours vous ressortir la même fractale. C'est super, mais on a envie d'un truc un peu plus complexe. Donc on va prendre différentes valeurs internes de notre modèle, de notre générateur, et on va les exposer à notre utilisateur. Ça peut être la cible aléatoire, ça peut être des tailles, ça peut être des couleurs, ça peut être des distributions, ça peut être n'importe quoi. En fait, tout peut devenir des paramètres. Ça ne veut pas dire que tout doit être un paramètre. Typiquement, si vous arrivez, on vous demande... vous demandez un générateur pour générer des gâteaux et que vous arrivez et que vous avez une fonction qui prend 150 000 paramètres, vous n'avez pas trop aimé. Vous avez envie d'avoir un nombre limité de paramètres, mais qui sont pertinents, qui font vraiment changer le résultat de manière cohérente. Ok, bon, il y a plein d'autres techniques. Vous pouvez faire la simulation, le deep learning, du machine learning, tout ça, c'est très utilisé. De plus en plus pour tout ce qui est deep. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas le sujet de la conférence. Et en vrai, la conférence, elle va pas durer 5 heures. Désolé, je suis sûr que vous auriez adoré, mais bon. Bon, question, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est une très bonne question. En fait, il y a des bons points et des mauvais points à la génération procédurale. Les bons points, c'est que ça nous permet de générer plein de trucs différemment, vraiment plein de variations, très facilement.
c'est beaucoup plus facile, ça met beaucoup moins de temps de générer procéduralement quelque chose que de le faire manuellement, la plupart du temps. C'est-à-dire que si vous lancez une partie de Minecraft et qu'il devait avoir un mec qui a posé tous les blocs un par un manuellement avant que vous puissiez rentrer dans votre map, vous n'auriez jamais pu lancer une partie. Donc c'est super que vous ayez de la génération procédurale. Ça permet de générer des combinaisons qui sont très complexes et parfois plus complexes que ce qu'un homme pourrait générer manuellement dans des temps raisonnables. Par contre, le générateur lui-même, il met du temps à être créé. Et ça met encore plus de temps à paramétriser correctement notre générateur. Parce que, imaginons, j'ai un générateur, par exemple, je suis dans les Sims et j'ai un générateur pour créer mon Sims. J'ai des paramètres, des petits sliders. Ça, c'est des paramètres. Et vous n'avez pas envie que vos sliders, vous puissiez les pousser trop loin. Par exemple, si vous avez un slider qui vous permet de générer la taille de votre nez, vous n'avez pas envie de pouvoir faire un nez de 5 km de large. Il y a toute une phase où en fait on va devoir déterminer quels paramètres on peut bouger, comment est-ce qu'il peut bouger, quelles sont les limites, etc. Ça met aussi beaucoup de temps. Évidemment, c'est pas parfait. C'est assez difficile d'empêcher des cas où on va avoir des résultats qui sont buggés et des résultats qui sont moches. On retire beaucoup de créativité à l'artiste qui va générer notre contenu, parce que c'est plus l'artiste qui génère le contenu, c'est le générateur. Et on perd aussi beaucoup de contrôle sur ce qu'on va créer. Donc c'est des gros problèmes. Ok, quand est-ce qu'on peut générer procéduralement du contenu? Globalement, il y a deux moments. Soit au runtime, là vous avez un jeu qui est assez connu qui génère des trucs au runtime. Vu que j'ai déjà mentionné avant, la blague elle tombe un peu à l'eau, du coup. Ça c'est bien parce qu'on a envie de générer un contenu qui est unique à chaque utilisation. Donc c'est très utilisé dans le jeu vidéo, un peu moins dans le cinéma, bizarrement, parce que le runtime ça n'existe pas au cinéma. Tout ce qui est génération de monde, qui est créateur de caractères, tout ça c'est très utile au runtime, mais on peut aussi l'utiliser directement pendant la phase de production. Imaginons que j'ai envie de créer une carte avec des arbres. En fait, au lieu de générer mes arbres runtime, je peux les générer pendant que je suis en train de créer mes assets 3D. Je crée mon arbre, je l'exporte sous la forme d'un modèle 3D classique. Je peux même l'éditer manuellement parce que j'y ai accès, donc je peux faire ce que je veux avec. Et puis je le mets comme un asset dans mon moteur mon moteur 3D, comme n'importe quel asset 3D. Et en fait, c'est ça qui va nous intéresser ici, parce que l'utilisation du procédural dans la production d'assets 3D classiques, ça a vraiment beaucoup d'avantages. On peut se demander, c'est quoi ces avantages? Parce que en vrai, on prend du temps à créer un générateur, alors que là, on a littéralement tout le temps qu'on veut pour qu'un artiste manuellement crée ses contenus. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir un générateur qui va nous générer ses contenus? Ok, pour répondre à ces questions, il faut regarder un petit peu c'est quoi les pipelines généralement pour créer des assets 3D. Ok, pour créer un asset 3D, on va généralement avoir besoin de le sculpter. Ça met du temps. Et on va avoir un modèle 3D qui va être très haute résolution, avec tous les détails, etc. Ça, c'est inutilisable dans un moteur 3D aujourd'hui. On va avoir besoin du coup d'une version basse résolution de ce modèle-là, pour pouvoir effectuer différentes opérations et pouvoir utiliser celle-là au lieu de la version haute résolution. Pour créer cette nouvelle version basse résolution, c'est ce qu'on appelle la retopologie. C'est une étape qui est chiante, c'est une étape que personne n'aime faire, c'est une étape qui est très importante. Une fois qu'on a une bonne topologie, basse résolution, alors au cinéma c'est généralement une plus haute résolution qu'aux jeux vidéo, mais bon, l'idée est la même, on va faire de l'overlapping. Donc globalement, on va assigner à chaque point de notre modèle un bout de texture, pour pouvoir texturer notre modèle. Puis ensuite, potentiellement, si on a besoin d'animer, on va faire du rigging et du skinning. Donc on va associer un squelette à un modèle 3D. Par exemple, si c'est un personnage, on va assigner un squelette à ce personnage-là et assigner à chaque bout du modèle à quel point il va être bougé par telle ou telle os du squelette. C'est une phase qui prend aussi beaucoup de temps. On va devoir texturer notre modèle et puis il y a d'autres étapes qui peuvent varier dépendant le rendu spécifique qu'on veut ou différents besoins. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plein d'étapes et que ces étapes, elles sont dépendantes les unes des autres. Donc revenir en arrière, c'est très difficile. On crée toujours un asset à la fois. Donc on crée un modèle 3D à la fois.
C'est-à-dire que quand je suis en train de créer un modèle 3D d'une bouteille, bah, je vais créer une bouteille, je vais pas créer une bouteille, des verres et 50 autres bouteilles, je vais en créer qu'une seule. Et évidemment, si je suis en train de texturer quelque chose et que je fais en fait j'aurais bien voulu changer quelque chose à la table de sculpting, de sculpture, bah, je suis obligé de revenir à l'étape de sculpture et obligé de me retaper toutes les étapes entre sculpture et texturing pour s'assurer que tout marche bien. Et des fois, ça me demande de littéralement refaire tout le travail et de tout jeter à la poubelle. Donc on a quelques soucis. Question, ça coûte combien? Ok, je me base sur des estimations qui ont été faites par Andrew Price. C'est le mec qui fait le tutoriel des donuts sur Blender. Ok. En 2018. Donc ces nombres ne sont pas de moi, comme ça je me le dédouane, comme ça si vous avez des remarques sur ces nombres en mode c'est pas réaliste, bah c'est pas moi qu'il faut venir voir. Ok, j'ai un modèle de bâtiment. Globalement, on va pouvoir dire que j'ai mis 12 heures à le faire, à modéliser, à faire la retopologie, à faire l'unwrapping, etc. J'ai mis une douzaine d'heures. Puis je vais aussi mettre environ une dizaine d'heures à texturer ce modèle. Ok, bon, j'ai passé déjà 22 heures à bosser sur ce truc-là. Sauf qu'en pratique, je suis dans une production, je suis en train de bosser sur un jeu ou sur un film ou que sais-je. On a un art director, on a une direction artistique, on a toute une production derrière et on va avoir besoin de review notre joli modèle. Et puis il y a forcément des trucs qui vont changer dans notre production, par exemple du style en fait cette ville, ouais, ça s'était inspiré de New York. Ouais, en fait, on a discuté avec l'équipe narrative et maintenant c'est à Venise. Cool, je fais quoi de mon bâtiment? Ouais. Ou du style, au fait, t'étais sur ce quartier-là de la ville? Ouais, c'est cool. Par contre, maintenant, en fait, dans l'histoire, il y a eu des explosions, donc les bâtiments sont abîmés. Il faudrait modifier légèrement la façade pour montrer qu'elles ont été abîmées. Cool. Du coup, je suis obligé de revenir en arrière, faire des modifications. Ça va être nos révisions ici. Et en moyenne, c'est entre 2 et 4 fois le temps qu'on a mis qui vont passer à ces révisions-là. Donc c'est vraiment pas négligeable. Donc on va partir du principe qu'on a fait, on a multiplié par 3 notre temps. Donc on a passé 66 heures sur ce bâtiment-là. Le salaire moyen d'un artiste 3D aux États-Unis freelance, c'est un peu plus de 60 $ de l'heure. Ok, 66 fois 60, ça fait presque 4000 $. Donc cette maison vous a coûté 4000 $. Ouais, c'est juste une maison. Donc il n'y a pas de sol et il n'y a rien d'autre. Ok, ça c'est un screenshot de Cyberpunk. À votre avis, ça a coûté combien? Ouais? Un peu plus que 5 balles. Non, désolé. J'ai pas les chiffres évidemment. Ça sert à rien de répondre, on ne saurait pas dire oui ou non, mais c'est juste que ça a coûté très cher. Ok, ici c'est les coûts de développement des jeux vidéo AAA des années 80 à 2018 en gros. Et ce qu'on remarque, c'est une croissance qui est exponentielle. C'est-à-dire que chaque année, on multiplie les coûts de développement. Là c'est une échelle logarithmique, du coup ça te paraît linéaire, mais en vrai c'est exponentiel. Donc, on fait genre ce qui est pas cool, ça coûte cher. Les assets, c'est vraiment une énorme partie de ça, parce que maintenant on veut des assets de plus en plus détaillés, on en veut plus parce qu'on veut plus de détails dans nos scènes, on veut des jeux qui sont de plus en plus gros, de plus en plus incroyables, ça coûte de plus en plus cher. Il se passe quoi si je veux faire une deuxième maison? Ouais, copier-coller, ouais, non. Copier-coller, vous allez vous rendre compte tout de suite. Je veux une deuxième maison, mais légèrement différente, mais qui ressemble à la première. 4000 $? 4000 $, ça me paraît un peu violent. Dans une pipeline de création de trucs 3D, on va peut-être essayer de reprendre 2-3 trucs, modifier 2-3 trucs, ouais, mais on va quand même passer beaucoup de temps. Et surtout, si on va avoir un truc vraiment très détaillé, en fait, on va devoir refaire beaucoup de travail. Du coup, le workflow procédural. Générer procéduralement des maisons plutôt que de les sculpter à la main. Je crée un générateur pour créer une maison. Là, je suis en train de taper dans le micro. Désolé à distance. Je vous aime. Donc je passe du temps à créer un générateur de maison. Et à partir du moment où j'ai un générateur de maison, je génère toutes les maisons que je veux. Là, c'est
c'est très intéressant parce que regarde, les maisons elles sont de très bonne qualité et j'ai juste à changer quelques paramètres et bam, j'ai une nouvelle maison. En fait, on va avoir deux endroits, on va utiliser la génération procédurale dans notre workflow, enfin dans notre pipeline de création 3D. Il va y avoir les modèles et les textures. Les textures, aujourd'hui, c'est quasiment devenu standard. Les logiciels comme Substance Painter ou Substance Designer pardon, c'est le standard aujourd'hui. Ce n'était pas particulièrement le cas il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, globalement, tout le monde texture avec un workflow non destructif du coup et procédural. Non destructif, ça veut dire que si j'ai envie de modifier quelque chose que j'ai fait avant, je n'ai pas besoin de me retaper toutes les modifications après. Les modifications sont ajoutées par-dessus. Et du coup, je ne casse pas ce que je fais constamment. Et on peut voir qu'on a des très très bons résultats. On a des résultats qui sont parfois même meilleurs que ce qu'on peut avoir en un temps décent en peignant manuellement. Au niveau des textures, généralement on va travailler sur plusieurs textures d'un coup. Du coup on va pas vraiment parler de texture, on va plus parler de matériaux. On va plus penser à créer un matériau procédural que des textures procédurales. Truc très intéressant, c'est que j'ai envie de créer par exemple un matériau de métal avec la peinture, mais la peinture est légèrement partie. C'est très spécifique. Je peux créer ça, c'est procédural. Et j'ai plein de modèles 3D, et je peux les appliquer directement ce matériau-là. Sur tous mes modèles 3D, ça va s'appliquer, ça va marcher, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment, au niveau de tout ce qui est matériaux, c'est extrêmement pratique. Au niveau de ce qui est géométrie, il va falloir se poser la question, est-ce que ce que je vais créer, je vais en avoir besoin beaucoup? Parce que créer un générateur pour générer des gâteaux d'anniversaire et que dans notre film, on n'a qu'un seul gâteau d'anniversaire, faut pas passer trop de temps sur notre générateur parce que ça ne sert pas à grand chose. Maintenant, si j'ai envie de générer des arbres, il y a de fortes chances que j'ai plus qu'un arbre dans mon film. Donc, ça peut devenir plus intelligent. Ok, on a toujours quelques soucis. Déjà, on a toujours notre problème de notre artiste, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Il n'a plus beaucoup de contrôle qualité et contrôle créativité en termes de créativité sur notre résultat. Et puis, on peut toujours avoir des résultats buggés. C'est bon, on n'a pas résolu notre problème. Le truc, c'est que maintenant, on n'est plus au runtime. On est dans la production. Du coup, s'il y a une combinaison qui fait qu'on a un résultat qui est moche, on va juste prendre une autre combinaison. Ok, c'est l'artiste qui va choisir les résultats générés. En plus de ça, il va pouvoir s'en servir comme base pour créer par-dessus. Donc, il n'est pas forcément obligé d'utiliser le résultat tel quel. Par exemple, il peut générer un modèle 3D et puis commencer à resculpter dessus des détails, et ça va plutôt bien se passer. C'est l'artiste généralement qui va créer le générateur. Donc finalement, le contrôle créatif de l'artiste va avoir lieu autre part, mais il va toujours avoir lieu. Deuxième point, ça demande beaucoup de temps à être créé. Et ça, c'est toujours un problème. Surtout dans le cas des générateurs de géométrie. Générateurs de textures, aujourd'hui, en fait, on est plus rapide à créer des générateurs de textures, de matériaux, que de peindre manuellement. Mais pour tout ce qui est géométrie, c'est effectivement une question qu'il faut toujours se poser. Est-ce que c'est rentable de créer un générateur ici? Des fois, ça l'est, des fois, ça l'est pas. C'est une question qu'il faut se poser. Dernier point. Qui aime pas coder ici? Ouais, évidemment. Les artistes, généralement, c'est pas des fans de code. Ça peut se comprendre. Et c'est un peu galère d'aller voir les artistes et dire « Ah ouais, tu maîtrises vraiment tout ton domaine, maintenant on va te demander d'apprendre à coder. » Ouais, non. Bon, on a ce qu'on appelle des technical artistes, généralement dans les équipes. C'est des gens qui ont une formation technique et une formation artistique. Maintenant, on peut pas leur demander techniquement de créer tous les assets pour les artistes. Il y a deux solutions. Soit on crée des outils qui sont faciles à utiliser, qui permettent d'utiliser des générateurs et les artistes vont utiliser ces techniques-là. Ça va être le cas de Substance Painter, techniquement. On va avoir un système de stack comme une stack de layers sur Photoshop. Sauf que là, ça va être des générateurs et des endroits où on peut peindre manuellement.
Et puis, soit on va utiliser des langages de programmation visuelle. Les langages de programmation visuelle, c'est des langages de programmation. C'est juste que vous prenez le lexing, vous prenez le parsing, vous foutez à la poubelle, vous remplacez un graphe de node et vous créez votre AST à partir de votre graphe de node. C'est quasi la même chose derrière, mais on va avoir des langages qui vont être adaptés à des usages spécifiques. Ici, on a un exemple de Substance Designer où on va créer une texture de poussière, de sale, à partir de nodes qu'on va connecter les unes après les autres. Et en retirant le code écrit, et en remplaçant ça par des nodes, on va rendre le truc beaucoup plus facile à appréhender pour un artiste. Du coup, on va retirer entre guillemets un certain nombre de contraintes qui vont faire que l'artiste ne va pas créer son générateur. Donc là, en fait, on est en train de coder un générateur. C'est juste qu'on n'a pas l'impression de coder parce qu'on est en train de bouger des nodes. Voilà, bon j'arrive vers la fin de ma présentation. Alors j'aimerais juste vous montrer 2-3 exemples de trucs qu'on peut faire sympas avec la génération procédurale au niveau des modèles 3D. Là on a l'exemple de murs faits procéduralement. Alors je vais voir, est-ce que je peux montrer, parce qu'il y a une vidéo qui est assez... Non, je ne peux pas... Ah. Ok, je ne peux pas cliquer. 30 secondes. Ok, j'y suis. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ok, parfait. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver, je vous jure. Ok. En fait, ici, ce qu'on va voir, c'est un contrôle avec une courbe qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir faire notre mur, donner la forme de notre mur. Ensuite de ça, on va rajouter des ouvertures directement sous forme de trous, en fait. Et notre générateur procédural va créer notre mur avec toutes les pierres les unes par les autres. On a un générateur de lierre grimpant et on a des résultats qui sont vraiment bluffants. Et on peut générer plein de variations très facilement. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc, vous êtes en train de travailler sur un environnement 3D, bah c'est génial. C'est vraiment super. Ok, je reviens. Putain, j'arrive pas. Je vais y arriver. Je vais y arriver, j'y suis arrivé. Incroyable. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir. Là, on a un exemple de maisons qui ont été générées procéduralement pour une scène d'un village. Et globalement, toutes les maisons ont été générées à partir du même générateur. Et c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que les formes des maisons sont très différentes. Et on a des résultats qui sont... c'est techniquement pas quelque chose qui ressemble à ce qu'on pourrait s'imaginer qu'un générateur de maison pourrait nous sortir. Ici on a un exemple, je l'ai rajouté aujourd'hui parce que littéralement aujourd'hui il est sorti sous navigateur. C'est un micro-jeu qui s'appelle Tonescraper qui est globalement là pour vous permettre de créer une petite ville juste en cliquant pour rajouter des blocs et vous pouvez voir une ville comme ça apparaître. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un bloc ou retirer un bloc. Et il a une version navigateur qui a été release aujourd'hui. Donc vous pouvez jouer avec. C'est sympathique. Et puis c'est aussi un exemple d'interprétation techniquement, parce qu'en fait tout ce que vous lui donnez en entrée, c'est une matrice en 3 dimensions avec est-ce que j'ai de la matière ici ou est-ce que j'ai du vide. Et c'est la seule chose qu'il reçoit en paramètres et il est en train de vous générer toute une ville comme ça. Voilà, autre exemple, en novembre, ces 3 dernières années, il y avait un challenge sur les réseaux sociaux qui s'appelait November, qui est globalement
chaque jour, les gens avaient un prompt et devaient créer un petit générateur qui correspond à ce prompt à partir de réseaux de nodes, comme on a vu soit dans Blender, soit dans Substance Designer, soit dans Houdini. Et globalement, on obtient des résultats qui sont assez stylés, sachant que des trucs comme ça, à la base, c'est juste une sphère qui modifie avec un graphe de matériaux. Et c'est ultra impressionnant de faire des trucs comme ça, pareil, le Rubik's Cube, à la base, c'est juste une sphère. Et ils assignent pour chaque point de la sphère un vecteur de déplacement procéduralement, et ils déforment pour que ça ressemble à un Rubik's Cube. Voilà. Globalement, j'ai mes crédits, mes références, super. Est-ce que vous avez des questions? Et là, vous êtes tous en train de dormir, du coup, vous n'avez pas de questions, c'est super. Ouais. Je pense juste après. Mais du coup, maintenant, on a fait des trucs trop cool, genre il n'y a pas trop de travail, on pourrait les dégager dans les designers. Alors, sous une innovation incroyable, la question est est-ce que maintenant on pourrait dégager les artistes 3D maintenant qu'on peut remplacer leur travail par des générateurs? C'est une question, c'est une question un petit peu posée sous forme de blague, sauf qu'en vrai c'est une vraie question et c'est une question qui est très, très importante à laquelle réfléchir. Parce que, là je vous ai parlé de génération procédurale. Ce qu'on va penser, c'est que la génération procédurale, c'est aujourd'hui. Dans 5 ans, on ne va plus parler de génération procédurale, on va parler de machine learning, on va parler de deep learning, et ça va continuer à augmenter comme ça. Et les coûts de production des jeux vidéo, les coûts de production des films, c'est des coûts humains, c'est pas des coûts par asset. Donc ouais, il y a un moment où il va y avoir un producteur qui va faire « Attendez, mais on engage tant de personnes là, et ça nous coûte tant ?» alors qu'on pourrait avoir un machin qui nous génère ça automatiquement et qui coûte que dalle. Mais pourquoi est-ce que je les garde? Et c'est une vraie question qui va être posée. Et c'est une vraie question qui pose souci. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très désagréable à l'idée de virer des artistes pour les remplacer par des machines. Il y a vraiment quelque chose de dystopique derrière. Pour le moment, en termes de 3D procédural, globalement, on a toujours besoin d'artistes derrière. Il y a toujours un contrôle artistique derrière qui est important. Et je ne crois pas qu'il y ait eu des grosses vagues de licenciements pour les remplacer par des générateurs procédurales. Maintenant, je ne pense pas que ce sera le cas quand on utilisera du deep learning en grande quantité dans les productions. Et j'ai pas particulièrement de réponse à ça, si ce n'est que j'espère vraiment pas. Mais malheureusement, c'est très difficile à... C'est une question très difficile à répondre en fait. J'ai juste une question derrière, je réponds. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé sur un tel sujet? Ok, la question c'est comment est-ce que je suis arrivé sur un tel sujet? Ok. La première réponse c'est j'ai pas de vie. Merci. La deuxième réponse c'est que c'est un sujet qui me passionne. La troisième réponse c'est en fait globalement dans mon temps libre je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est 3D, tout ce qui est globalement art en 3D. Donc je sculpte, je fais des modèles 3D, je fais des rendus, etc. Donc forcément, il y a des moments où il faut que je m'intéresse un petit peu aux technologies que j'utilise et à l'industrie qu'il y a derrière. Aussi, globalement, tout ce qui est méthode professionnelle qu'il y a derrière, c'est des sujets qui sont vraiment intéressants et quand on se passionne dans le sujet, c'est forcément des choses sur lesquelles il faut regarder. Donc comment est-ce que je me suis tombé sur ce sujet ou comment est-ce que j'étais amené à venir à faire ce sujet-là? Pour moi, c'est un sujet qui est venu assez naturellement quand on pose la question programmation et art en 3D. Pour moi, actuellement, c'est le gros sujet qui est évident, entre guillemets, quand on parle de ça. En plus d'être un sujet qui est pas particulièrement technique, j'avais pas envie de vous
bombardé sous des équations que je ne saurais pas expliquer de toute façon, parce que je suis très nul en maths. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Ouais, Thibaut, tu avais une question. Ouais. Ok, la question c'est est-ce qu'il existe ou est-ce que je pense qu'il va exister des outils du style similaire un peu à la programmation avec GitHub Copilot qui serait en fait je décris quelque chose à une IA et l'IA va me générer au revoir me générer un modèle 3D ou une texture à partir de ça. Eh bien, je pense que ça va exister parce que il y a déjà des... C'est un échec. Je pense que ça va exister parce que tout simplement, il y a déjà des travaux qui sont dessus. Il y a Nvidia qui a déjà release certaines IA qui sont capables de te générer des images à partir d'une description texte. Genre tu arrives et tu lui dis je veux un oiseau avec des ailes jaunes et un ventre bleu et elle te sort une image avec un oiseau avec des ailes jaunes et un ventre bleu. Donc oui, on est déjà sur ce chemin-là. Pour l'instant, on ne génère pas de modèle 3D. Est-ce qu'on va vers, on décrit un modèle 3D généralement et boum, on a un modèle 3D. Ça va être déjà très difficile parce qu'on a énormément de contraintes sur nos modèles 3D. Comme on a vu, on a une contrainte de topologie qui est énorme, de texturing qui est énorme. Et pour le moment, ça me paraît très difficile de demander à une IA de comprendre tout de suite exactement toutes les contraintes qu'on veut qui vont être très spécifiques. Maintenant, voir vraiment quelque chose comme une aide à la création, je pense que ce sera beaucoup plus comme ça que ça se passera. Par exemple, imaginons, je veux sculpter un dragon. Je vais créer les formes générales d'un dragon, et puis à un moment, je vais me retrouver à devoir je sais pas, sculpter un bout de l'aile du dragon. Et ben, je vais pouvoir commencer à faire les formes générales, et puis dire à mon IA, est-ce que ce machin-là, il doit y avoir des écailles dessus, et puis ça doit être généralement sur cette forme-là. Est-ce que tu pourrais me le faire? Et l'IA terminerait la sculpture pour nous. Je pense qu'on s'oriente beaucoup plus vers quelque chose comme ça, donc plus ouais, une sorte de un peu de la façon dont on utiliserait Copilot aujourd'hui, c'est-à-dire pour compléter des bouts de code plutôt que de nous générer le contenu directement. Du coup, la réponse en cours, c'est oui, je pense qu'on aura ça, et c'est pas particulièrement quelque chose qui me donne envie, en vrai. Maintenant, on a aussi vraiment une grosse distinction entre je fais des pratiques artistiques pour le plaisir de créer et il y a une production, il y a un film ou un jeu vidéo qui a besoin d'assets. C'est deux problématiques très différentes et je pense que ce cas-là sera beaucoup plus utilisé par exemple dans une production cinéma où on a besoin d'avoir plein d'assets que moi sur mon temps libre qui ai envie de sculpter des visages, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou vraiment tout le monde Ah, non, tout le monde ne dort pas. Merci. Ce qu'on voit là, c'est juste un truc que tu as décidé comme ça, c'est un truc que tu as trouvé ou c'est un truc qui est implémenté et il y a un mini-jeu? Alors ça c'est juste moi qui avait absolument beaucoup de temps à perdre. C'est juste une référence à l'exemple de génération de donjons que j'ai fait au moment de la slide sur les grammaires. C'est juste que je me suis amusé à me dire mais ça ressemblerait à quoi si je poussais à l'itération 50 que ce soit. Le truc n'existe absolument pas. Désolé. En vrai c'est quelque chose que j'aurais bien aimé jouer avec, parce que la génération de donjons, il y a des grosses communes autour et ça a l'air vraiment passionnant. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais avoir du temps, mais j'en ai pas beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup la flemme, ce qui est pas. Mais en vrai, c'est quelque chose auquel j'aurais bien aimé me pencher. Donc malheureusement, non, c'est juste une image comme ça. Ok, il reste des questions.
On va passer à la conf suivante qui est quand même vachement plus intéressante en vrai. Ok. Ah, il y a une question sur le stream. Bonjour le stream. Enfin, attends, j'ai pas du tout entendu la question du coup. Comment sont faites les textures de vent de deux scans? Ça a l'air d'être en jeu. Eh bien, je ne connais absolument pas non plus. Donc je ne peux absolument pas te répondre sur ça. Désolé. Si c'est... En vrai, si c'est c'est un jeu ou un film ou je ne sais qui est sorti récemment, il y a fortement des chances que ce soit fait sous un logiciel du style Substance Painter ou Substance Designer qui aujourd'hui c'est une grosse part du marché parce que il a su imposer le procédural de manière très efficace. Donc en termes de probabilité, je peux te répondre Substance Painter, Substance Designer, j'ai des fortes chances d'avoir raison. On peut s'arrêter là parce qu'apparemment c'est une ref à Amogus Ah et on s'est fait bait par Shazam. Ah Eh bien, merci beaucoup Chazal d'avoir fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde ici. Bah voilà. Merci.